Ensuite, je suis passé chez Ubisoft. Voilà, en contrat local. Je Ok. gagnais entre 70 000 et, on va dire, 100 000 dollars au cours des 4 années que j'ai fait chez Ubisoft. Ok. Et D'accord. ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour d'autres entreprises. J'ai travaillé pour OnePassword. Je travaillais pour la Caisse des dépôts en tant que freelance. Et pareil, j'étais... L'euphorie est un peu passée, mais il y a quand même des gros besoins. C'est-à-dire qu'il y a encore, un an et demi, les gens pouvaient recruter des data engineers pour 200 000 dollars US alors que tu es au Canada. 250 000 dollars US, Netflix vient te chercher, ils te offrent 500 000 parce que voilà, il faut. Freelancing à tes horaires, honnêtement, je pense que data engineer, minimum 90 dollars par heure. Ok. Minimum. Mais après, ça dépend de chacun, ça dépend du branding de la personne, de comment, c'est quoi la spécialité de la personne. Franchement, tu peux monter jusqu'à 150-200 dollars par heure. Moi, je suis full télétravail. La majorité des gens que je connaisse sont en hybride, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler sur place ou en remote, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis culturellement, en Amérique du Nord, ça arrive, tout le monde est soit en remote, soit hybride. Voilà. Tu as justement introduit un point très important, le salaire. Ouais, ouais, Est-ce que tu pourrais nous dire déjà quand t'es arrivé, combien est-ce ouais, que enfin, quelle est la fourchette que tu gagnais du coup, ouais, et au fur et à mesure de l'expérience que tu as pu acquérir, ouais, combien est-ce que s'est élevé ton salaire? ouais. Question très intéressante, on me la pose souvent. Ouais. Globalement, quand je suis arrivé en VIE, je gagnais 2500 euros. Et puis on me remboursait mon appartement qui était à 900 dollars. 900 dollars, ça va faire 600 euros à peu près. Ok. Plus 2-3 éléments qu'on me remboursait. Donc au total, mon salaire enfin, ma rétribution de VIE, 2500 dollars, plus on va dire 800 euros en plus. Donc ça fait 3300 que je touchais en VIE à Montréal. 3300 euros. Ça c'est D'accord. VIE. Donc les salaires, en tout cas les rétributions des VIE sont disponibles sur Internet. C'est libre de droit, donc ça change tous les trimestres. Ensuite, je suis passé chez Ubisoft. Voilà, en contrat local. Je Ok. gagnais entre 70 000 et, on va dire, 100 000 dollars au cours des 4 années que j'ai fait chez Ubisoft. Ok. Et D'accord. ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour d'autres entreprises. J'ai travaillé pour OnePassword. Je travaillais pour la Caisse des dépôts en tant que freelance. Et pareil, j'étais autour des 100 000. D'accord. Et pour moi, en tant que data engineer au Canada, il y a un cap simple. 100 000 dollars à Montréal, en tout cas au Québec, à Montréal surtout je parle, c'est le salaire que quelqu'un devrait toucher en informatique s'il a plus de 6 ans d'expérience. Ok. C'est communément ce qui va être amené sur la table en tant que data engineer. 100 000 dollars pour moi, c'est vraiment le chiffre passé 5-6 ans. Et tu penses que si tu étais resté plutôt en France, tu aurais eu combien au bout de 6 ans? Euh, Honnêtement, c'est je travaille pas forcément pour le salaire, même si je suis très content de mon salaire de toujours gagner plus. Ouais. Mais j'aurais peut-être pas gagné autant. Mais c'est pas forcément ça que je visais en quittant la France, mais c'était plutôt travailler pour des entreprises qui me font rêver. Ok. Par exemple, j'ai travaillé pour Ubisoft, j'ai travaillé sur des jeux vidéo où des Ouais. millions de gens jouent. J'ai travaillé sur du Assassin's Creed, du Far Cry, du For Honor, du Rainbow Six. Je pouvais jouer toute la journée en fait. C'est-à-dire que mon travail c'était de jouer. Je suis pas sûr que ça en France aurait été tant accessible que ça. Je travaillais chez OnePassword. Je travaillais peu de temps chez eux, mais c'est une application qui permet de sécuriser sa vie personnelle. Et pareil, je trouve que leur application est fantastique. Là, je travaille chez Ticketmaster. J'adore faire des concerts et le fait de savoir que voilà, je travaille dans l'industrie de la musique et de l'événementiel, pareil. C'est ça qui me fait vraiment vibrer. Et je pense que ces opportunités en France auraient été un peu plus difficiles. Euh, ouais, auraient été tout simplement difficiles.
D'accord. Donc, Et comment se porte le marché de la data aujourd'hui au Canada? Parce qu'aujourd'hui, ici en France, il y a plus de demandes de data ingénieurs que de data analystes et scientists. Est-ce que c'est le cas de ton côté aussi ou non? il y a quand même un grand besoin de data engineer, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans la data concrètement et qui ont besoin de mettre en place leur infrastructure de données. Donc pour ça, il y a besoin de data engineer. Euh, Après, il y a eu quand même une crise, pas mal de layoffs, de suppression d'emplois pendant à peu près un an là. Donc l'euphorie est un peu passée, mais il y a quand même des gros gros besoins. C'est-à-dire il y a encore un an et demi, les gens pouvaient recruter des data engineers pour 200 000 dollars US alors que tu es au Canada. 250 000 dollars US, Netflix vient te chercher, ils te offrent 500 000 parce que voilà, il faut. Donc voilà. Mais ça s'est un peu calmé pour des salaires tout aussi confortables, en tout cas un peu moins confortables, mais quand même très à l'aise. Mais il y a quand même des postes disponibles, quoi. D'accord. Avant de parler du coût de vie au Canada, je voudrais aussi savoir comment ça se passe au niveau du travail. Est-ce que c'est 35 heures par semaine? Comment est-ce que, enfin, quel est le taux horaire du coup? Ouais. Alors, moi je travaille 37 heures et demie. Généralement, les gens travaillent 40 heures, 37 heures et demie, 40 heures par semaine. C'est à peu près ça. Euh, Après, ça dépend parce que tu vois, en informatique, si tu es data engineer, bah, tu peux être on call. Donc, je sais pas comment on dit en français, mais tu peux être, tu peux surveiller des systèmes en fait. Hmm. Et si tu as amené à intervenir à 1h30 ou 2h30 du Ouais. matin parce que le système a craché, il faut le faire. Donc ça dépend de l'envergure de l'entreprise. J'ai toujours travaillé dans des grosses entreprises et la plupart du temps on est on call. Et quand c'est comme ça aussi, tu vas avoir une prime d'on call. Donc ça dépend des entreprises, mais tu es peut-être deux fois plus payé par heure de d'on call. Et puis aussi, si tu agis durant l'on call, tu vas avoir une prime. Donc voilà, c'est à peu près ça pour les heures. D'accord. Et quand tu passes du VIE au CDI, est-ce qu'il Ouais. y a encore des documents que tu dois apporter? Est-ce qu'il y a des démarches à faire ou est-ce que c'est l'entreprise qui se charge de tout réaliser pour toi? Ouais, c'est un peu des deux. Moi, j'étais chez Ubisoft, donc après mon VIE, je suis allé chez Ubisoft, et par chance, Ubisoft s'occupe de tout. Donc, j'ai juste dû leur fournir certains documents, parce qu'au Canada, il faut régulariser sa présence avec des permis de travail, donc j'ai dû réaliser un permis de travail avec Ubisoft, et eux, Mhm. ils m'ont aidé à le faire. Ils m'ont aidé à le faire, ils l'ont financé, et comme ça, moi, ça m'a permis de travailler avec eux en permis fermé, Et le ou sur place freelancing? même. Et Ouais. le freelancing, ouais, le freelancing à un taux horaire, honnêtement, je pense que data engineer, minimum 90 dollars par heure, Ok. minimum. Ok. Mais après, ça dépend de chacun, ça dépend du branding de la personne, de comment, c'est quoi la spécialité de la personne. Franchement, tu peux monter jusqu'à 150, 200 dollars par heure si jamais tu te sens capable d'afficher ses tarifs et d'assurer sur le terrain, parce que c'est plus ça qui est important. Il y Ouais. aura toujours des gens pour payer le prix, mais après, les gens attendent du résultat, et puis s'ils sont déçus, forcément, ils vont pas te garder, parce que les gens peuvent te renvoyer en moins de 2 semaines ou même le jour, tu vois. Donc Mhm. c'est plus ça. Donc pouvoir être cohérent entre son taux horaire et l'impact que tu vas avoir dans l'entreprise si jamais tu signes avec la personne. D'accord. Mais 90 dollars par heure, pour moi, c'est. Là, je prépare une vidéo sur pareil, le freelancing, c'est à peu près ça, minimum que je demanderais. Ok. Avec le Covid et tout ça, le télétravail a été vraiment démocratisé. Ouais. Comment ça se passe au Canada? Est-ce que tu as quelques jours de télétravail ou tu es obligé d'être en présentiel? Alors, moi, je suis full télétravail. Ticketmaster avec qui je travaille, ils sont pas présents à Montréal, en tout cas, mon équipe est pas à Montréal. Il y a des bureaux Ok. de Ticketmaster à Montréal, parce qu'ils sont dans l'événementiel, et il y a beaucoup d'événements à Montréal. Mais moi, je suis full télétravail. La majorité des gens que je connaisse sont en hybride, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler sur place ou en remote, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis culturellement, en Amérique du Nord, ça arrive, tout le monde est soit en remote, soit hybride. Voilà. C'est à peu près ça la culture, même si c'est en train de changer petit à petit. Je sais pas ce que ça va donner dans les mois à venir, mais je pense que ça change encore un peu, ça va encore un peu changer. Je pense que le présentiel va un peu plus revenir. D'accord.
Moi, je trouve que c'est pas mal vu comme il fait froid d'ailleurs au Canada. Je pense que c'est confortable, non? D'être Ouais, chez soi. alors, effectivement, l'hiver dure 5 mois, un peu plus de 5 mois, 5 mois et demi, 6 mois. Là, c'est confortable, mais l'été aussi est tout aussi extrême. C'est-à-dire qu'il fait moins 40 l'hiver, mais il fait 40 degrés l'été. Donc, le tout, c'est pendant à peu près 10 mois de l'année, 9 mois de l'année, il y a des temps extrêmes et il faut dealer avec. C'est vrai que en remote, c'est pratique, mais qui dit remote dit faut que tu te chauffes ou faut que tu aies la Mm. clim. Donc, il y a des aspects à voir et puis il faut, voilà, chacun fait son choix par rapport à son organisation personnelle. Ouais, ok. Et du coup, ça fait quoi d'avoir les deux passeports? Ça fait quoi d'être français et à la fois, comment tu le Ouais, vis en fait? comment je le vis? Bah, moi, j'aime beaucoup le Canada, euh, mais j'ai appris énormément de choses au Canada et c'est un pays où c'est une terre d'opportunités. Maintenant, il faut être assez réaliste. Euh, Puis là, je mets ma casquette de français où il y a Mm. des choses qui sont améliorées. Et je pense que le Canada a besoin de gens pour améliorer ces choses. Il y a des gros enjeux actuellement de logement, le coût de la vie a explosé, et il y a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir s'occuper de l'infrastructure. Et pour moi, c'est l'élément clé au Canada, c'est que il y a beaucoup de travail, mais D'accord. les infrastructures sont peut-être pas au niveau pour accueillir les gens, que ce soit par rapport au nombre de logements disponibles, quel que soit le prix, hein, que ce soit entrée de gamme pour un logement pas cher ou très cher. C'est difficile de trouver un appartement parce qu'il y a une crise du logement, mais en même temps, il faut faire venir des gens pour Mm. construire ces logements. Donc, ça, c'est le gros paradoxe du Canada. Donc, en tant que Canadien, je suis très au fait des actualités économiques du Canada. Enfin, je suis devenu Canadien, quoi. Donc, je suis assez critique, mais aussi parce que je veux que mon pays s'améliore. D'accord, ok. Et en fait, moi, j'ai des connaissances au Canada qui ne sont pas forcément dans la data, mais c'est des Ouais, gens souvent qui ont besoin de prendre d'autres métiers à côté. Est-ce que ouais, c'est une réalité au Canada où on peut s'en passer? Parce que parfois, on est obligé ouais. d'avoir deux boulots pour joindre les deux bouts. Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé par la société canadienne? Comment ça se passe? C'est une réalité en Amérique du Nord. Que les États-Unis et le Canada, c'est des pays assez similaires, même si c'est des pays qui se regardent en chien de faïence et qui se défient un peu. Mais c'est des pays où la vie est extrêmement chère. La vie est extrêmement chère. Euh, Au Québec encore, enfin c'est cher, mais ça va. Mais vivre à Toronto ou à Vancouver, c'est extrêmement cher. Donc le problème, c'est que le coût de la vie est tellement élevé que les gens doivent accumuler plusieurs boulots pour pouvoir moins payer, ouais, et avoir une vie décente. Ça, c'est un gros, gros problème du système nord-américain, qui sont des systèmes où le capitalisme est quand même très fort et où justement les inégalités explosent en ce moment. Donc ça, c'est un gros défi pour le Canada, mais encore plus pour le Québec, qui est quand même une province un peu plus sociale. C'est comment réduire les inégalités sociales dans un pays où tout est cher. Tout est cher, tu vas acheter de la salade, c'est 8 dollars. Voilà, c'est des feuilles, quoi. C'est de la salade, c'est 8 dollars. Donc, Ok. donc ouais, là, c'est un gros défi en Amérique du Nord. Il y a des gens dans la société qui s'activent pour changer le modèle, mais c'est difficile. Le modèle européen est quand même... Enfin, les Européens sont très protégés par rapport à la violence du système capitalisme qui peut être en action ici. Mais l'Amérique du Nord, ouais, ça peut être le Far West et ça peut être le Far West au Canada comme aux États-Unis. C'est des systèmes qui sont très similaires. D'accord, ok. Du coup, je vais maintenant revenir à des questions un peu data ingénieur. Ouais. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à une personne junior ou quelqu'un qui souhaite se reconvertir dans la data, spécialement en data engineering? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais, tant en termes de technologie ou même en termes d'orientation au sein des USN? Ouais. Je dirais, premièrement, de maîtriser le SQL, le Python, Git. Ok. Ces trois éléments, c'est la base de tout projet data et surtout data engineering. Le SQL, ça va te servir en tant que data engineer à transformer des données, mais aussi à gérer une infrastructure de data pour certaines choses comme sur Snowflake. Le Python,
c'est super versatile et c'est assez facile à apprendre. Ça permet de transformer des données, Ouais. quel que soit le langage, en tout cas le framework comme Pandas ou Spark, mais aussi de scheduler, de gérer des data pipelines avec Airflow et d'autres technologies. Donc le Python aussi, très important. Et puis Git, forcément, ça permet de travailler en collaboration avec son équipe, de récupérer sa branche, de la pouler, de la pusher, de la mettre à jour, de faire des commits, etc. Donc ces trois éléments sont en fait la colonne vertébrale du métier de data engineer. Je dirais ça. D'accord. Après, en termes de Ok. technologie, il y en a plein, mais je dirais de commencer par des technologies Apache qui sont libres et qu'on peut apprendre par soi-même. Ce serait ça que je dirais aussi. D'accord. Et la place du cloud, la place des Ouais, clouders dans tout ça. ouais. Moi, je dirais, avant d'attaquer le cloud, parce que le cloud, en tout cas pour apprendre soi-même, ça peut coûter cher, il faut Ouais. comprendre au moins les différents modules qui composent le data engineering. Souvent, je les décompose en data ingestion, donc on ingère la donnée, data storage, on la stocke, data transformation, on la transforme. Après, on l'affiche. Donc, il y a ces quatre parties. Puis après, la cinquième qui va être infrastructure et monitoring, où on va monitorer et gérer l'infrastructure data. Et avant d'aller dans le cloud, parce qu'il y a tellement d'outils dans le cloud, c'est très difficile de s'en sortir, bah, de comprendre et d'avoir du recul sur quels sont les composants existants, les parties existantes, Mm. pour ensuite pouvoir sélectionner les outils que je veux utiliser dans le cloud. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, deuxième conseil, c'est si à partir du moment où on comprend un peu ces concepts, on va dire un peu abstraits mais qui sont importants, aller tester sur AWS, Google Cloud, Azure, Databricks ou Snowflake, bah, ces outils pour pouvoir en fait tester concrètement qu'est-ce que c'est que ingérer de la donnée, c'est quoi ingérer un fichier CSV ou des fichiers CSV ou des fichiers JSON, les transformer, etc. Et en fait avoir une sandbox comme ça dans le cloud, ça c'est pratique. Maintenant, c'est aussi possible de le faire en on-premise, donc sur du Apache gratuitement. C'est des ressources qui Ouais. sont plus faciles. C'est plus facile d'apprendre sur son PC que dans le cloud. Que dans le cloud, il y a le fait il y a les coûts. Si tu es sur du AWS, tu testes quelque chose et que d'un coup ça passe de 10 dollars enfin de 10 euros à 300 euros, ça sera 300 euros que tu Ouais. devras payer. C'est pour ta pomme. Mm. Tu vois, donc, mais pour éviter ça, faut comprendre comment tout fonctionne. Pour comprendre comment tout fonctionne, il vaut mieux commencer sur son poste. En tout cas, c'est mon point de vue. Si vraiment la personne est assez junior et qu'elle connaît pas. Ça, c'est une approche. Il y a d'autres approches qui vont être peut-être de prendre une formation. Mm. Prendre des formations, moi aussi, je suis formateur, je crée ma formation, j'accompagne des gens. Donc, permettre d'accompagner les gens, ça aide aussi à avoir un cadre pour que les gens aussi puissent comprendre mieux et plus rapidement comment tous ces outils fonctionnent. D'accord. J'ai pas bien compris. Tu as dit que tu proposes des formations, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et tu proposes quoi comme formation et où est-ce qu'on peut trouver ces formations-là? Est-ce que tu as un site ou... Alors, mon futur site, ma future entreprise, c'est Data Mentoring. Donc, c'est pour aider les gens, en fait, à vraiment, petit à petit, apprendre les technologies, que ce soit du Docker, que ce soit du SQL, du Python. Toutes ces technologies qui sont assez importantes pour les data engineers. Et ensuite, D'accord. créer un projet personnel à partir de ça. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Puis, c'est une approche qui est de plus en plus démocratisée, d'accompagner les gens. Il y a un célèbre influenceur qui s'appelle Zach Wilson, je ne sais pas si vous connaissez, côté data engineering, qui a aussi lancé sa Oui. formation. Et puis, je pense que pour des métiers où il y a tellement de demandes, la formation, quel que soit le niveau de la formation, que ce soit pour des débutants ou des avancés, ça va être capital. Ça va être capital parce que moi, je me forme au quotidien. Moi, j'ai des livres là tous les jours sur de la data. Peut-être qu'on le voit là, mais D'accord. voilà. Oui. Voilà, j'ai autour de moi plein de livres sur la data. Et puis, je lis beaucoup, mais à la fin, il faut concentrer l'information parce que tout n'est pas nécessaire. Et puis, pouvoir la donner pour que les gens puissent se former au quotidien. Je l'ai fait chez Ubisoft, j'ai formé des gens. Je le fais chez Ticketmaster. Je le fais aussi sur mon temps personnel. C'est quelque chose que D'accord. je connais assez bien. Et je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de gens qui forment en fait les gens. Effectivement, c'est du coup, bah, c'est là que l'initiative nous est venue avec Émilie pour proposer des formations en data analyse, data science et data engineering. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on propose des formations sur Data IQ. Je ne sais pas si tu connais Data IQ. Ouais, C'est en fait une plateforme plutôt de data science.
Et du coup, on propose une formation sur cette plateforme-là en français et aussi très prochainement sur du Python. Du coup, ouais, je trouve que la place de la formation est très importante aujourd'hui dans le sens où on est face à tellement de technologies et Ouais, parfois on se retrouve perdu et du coup, il faut tout centraliser et choisir vraiment la bonne trajectoire qu'on veut ouais, suivre. exactement. En tout cas, merci beaucoup, Willis. À la fin de nos émissions, on aime souvent demander aux invités de nous raconter une anecdote, qu'elle soit négative ou positive. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire, une anecdote que tu as déjà Ouais. vécue? Euh, je suis un peu pris par surprise là, mais j'ai peut-être un truc. Ouais, disons que par rapport à mon parcours professionnel, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui me faisaient rêver. Et puis quand Mhm. je suis arrivé chez Ubisoft, c'était le cas. Quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, je jouais à un jeu qui s'appelait Rainbow Six. Et j'étais un gros fan de ce jeu-là. Et j'ai passé énormément de temps sur ce jeu-là. Enfin, c'était vraiment un jeu qui arrivait de ma vie d'adolescent, quoi. Je jouais en ligne, etc. Et puis, par chance, en arrivant chez Ubisoft, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi sur ce même jeu Rainbow Six. Bon, bien sûr qu'il a évolué avec d'autres dynamiques de jeu, mais j'ai travaillé sur Rainbow Six, jeu sur lequel, en fait, Mhm. bah, je jouais quand j'avais 17 ans. Et- J'ai travaillé avec des ah gens ouais. qui étaient chez Ubisoft depuis 20 ans et qui avaient fait le jeu auquel je jouais quand j'étais adolescent. Donc pour moi, Ah oui. ça a été vraiment un accomplissement personnel de pouvoir vivre ça, de pouvoir travailler avec des gens avec qui, en fait, enfin, qui ont créé une partie de mon enfance, quoi. Donc ouais, Oui, c'est oui. Ok. Merci beaucoup, Willis. Merci pour ta générosité. Merci avec pour plaisir. pour le partage de ton parcours tant professionnel que personnel. Merci pour les Avec conseils plaisir. que tu nous as proposés aujourd'hui. Et j'espère que ça aidera nos différents auditeurs. Avec Merci plaisir. et Merci à vous deux. à très vite. À très vite. Bye. Du coup, je vais juste